Un autre sujet qui est très important, c'est celui évidemment de la cystectomie, mais des patients qui finalement, on se retrouve avec une pièce qui est PT0 à l'anatomopathologie. Alors est-ce que c'est une victoire contre la maladie? Est-ce que c'est une défaite médico-légale vis-à-vis du malade? Est-ce que ça soulève des points vis-à-vis de la guérison? Est-ce que voilà, donc on a beaucoup de sujets autour du PT0 et j'ai demandé à Géraldine Pignot de nous dire ce qu'il en était et s'il fallait qu'on considère cette situation comme une situation de surtraitement. Géraldine, nous t'écoutons. Merci Morgane. Donc effectivement, la question des PT0 sur pièce de cystectomie, c'est une vraie question et on est en droit de se demander si on est en situation de surtraitement dans ce cas-là. Alors on le sait, ces tumeurs PT0 sur pièce de cystectomie, elles sont associées à un meilleur pronostic en termes de survie sans récidive et de survie globale. Je pense qu'il faut vraiment différencier deux situations qui sont complètement distinctes et dont on va traiter séparément. La première, c'est les PT0 sur pièce de cystectomie, mais chez des patients qui n'ont pas reçu de chimiothérapie néoadjuvante. Et l'autre situation sont les PT0 après chimiothérapie néoadjuvante. Dans le premier cas, donc les PT0 sur pièce de cystectomie, sans chimiothérapie néoadjuvante préalable, on a une fréquence qui est quand même rare, 5% des pièces de cystectomie. Et le pronostic, comme vous le voyez, est bon. On n'a pas 0% de récidive, mais on a quand même une survie sans récidive qui est de l'ordre de 85% à 5 ans, donc un pronostic qui est quand même relativement correct chez ces patients-là. Si on regarde un petit peu les différentes séries qui ont repris les PT0, on se rend compte d'une chose, c'est que le stade initial avant la cystectomie, eh bien, on a dans la moitié des cas une tumeur de vessie infiltrant pas le muscle, essentiellement du carcinome in situ ou des tumeurs T1. Donc on est très probablement dans des situations de tumeurs non infiltrant le muscle réfractaires au BCG. Et dans l'autre moitié des cas, comme vous l'avez vu, des tumeurs qui sont des tumeurs T2, donc des petites tumeurs infiltrantes. Et je pense que ces deux situations-là doivent être traitées séparément. D'une part, les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle réfractaire au BCG. Dans un autre cas, les tumeurs de vessie infiltrantes, mais de petits volumes, petits T2, sans carcinome in situ associé, et pour lesquels on a réalisé une résection transurétrale initiale qui était complète. Pour ce qui est des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle réfractaire au BCG, on le sait, le pronostic n'est pas bon. Il est beaucoup moins bon pour les vrais réfractaires que pour les récidivants après BCG ou les intolérants au BCG. Et vous le voyez, on est sur des risques de progression de l'ordre de 50% et une survie globale qui est également à 50% à 5 ans. Qu'en est-il du pronostic de ces tumeurs après avoir réalisé la cystectomie? Eh bien, vous le voyez, pour les tumeurs PT0, on a quand même 3% d'envahissement ganglionnaire sur la pièce opératoire et le risque de récidive à 10 ans est de 8%, donc il est non nul. Est-ce qu'on a des alternatives pour ces patients-là? Eh bien, très peu. La plupart des alternatives pour les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle réfractaires au BCG sont expérimentales, sont en cours d'évaluation. C'est notamment la thermochimiothérapie, cette fameuse mitomycine chauffée dont on parle beaucoup, avec deux possibilités. L'IVEC qui consiste à chauffer le produit, la mitomycine, avant de l'instiller dans la vessie, et le Synergo pour lequel vous allez chauffer les parois vésicales avant d'y instiller la mitomycine. Cette thermochimiothérapie, on a des données qui semblent intéressantes, notamment pour les tumeurs de vessie non infiltrantes à haut risque ou réfractaires au BCG, mais pour l'instant, il est beaucoup trop préliminaire pour la recommander. Deuxième option qui, là encore, est en cours d'évaluation, c'est les nouvelles immunothérapies, les immunothérapies intraveineuses dont vous avez déjà entendu parler, l'atezolizumab, le pembrolizumab, le nivolumab, qui sont en cours d'évaluation dans les tumeurs infiltrantes, mais qui sont en train de remonter les lignes, notamment sur des situations néoadjuvantes ou adjuvantes, et puis maintenant également dans les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle. Il y a déjà un essai qui est en cours et pour lesquels les patients sont inclus, mais la France ne participe pas à cet essai concernant les tumeurs de vessie réfractaires au BCG. Par contre, il y a un essai clinique qui va partir en France, qui est mené par Morgane, qui est l'essai Alban. Et cet essai Alban va évaluer l'intérêt de l'immunothérapie par atezolizumab en intraveineux, en association au BCG versus BCG seul, dans les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle à haut risque. Pour l'instant, en tout cas, ces alternatives sont très préliminaires et il ne me semble pas légitime d'envisager autre chose qu'une cystectomie chez ces patients réfractaires au BCG. Deuxième situation complètement différente, les PT0 sans chimiothérapie néoadjuvante préalable, mais cette fois pour des tumeurs qui au départ étaient infiltrantes, des petits PT2 sans carcinome in situ associé et pour lesquels vous avez donc effectué une résection initiale qui était complète. Et là, clairement, on a une alternative thérapeutique qui existe et qui doit être discutée au moins en RCP et au cas par cas. C'est le traitement conservateur, ce fameux traitement trimodal dont, je vous rappelle, on fait une association de résection maximaliste initiale,
puis une association radiothérapie et chimiothérapie de potentialisation de la radiothérapie. On a des données et on sait quels sont les patients qui sont les meilleurs candidats à cette radiochimiothérapie. Ce sont justement les stades T2, les tumeurs unifocales de petit volume, moins de 3 cm, sans carcinome in situ associé et sans hydronéphrose associée. Et ce sont ces situations-là pour lesquelles la résection va pouvoir être complète et profonde et qui correspondent finalement à cette sous-population des PT0 après cystectomie. Les résultats du traitement conservateur trimodal, on le connaît et elles ont été réactualisées tout récemment. Et vous voyez que les survies spécifiques à 5 ans varient entre 50 et 82%. On va revenir sur cette étude de Giacalone qui effectivement explique un petit peu quels sont les patients meilleurs répondeurs. Si on essaie d'identifier la sous-population qui serait équivalente à nos PT0 sur pièce de cystectomie, on l'a dit, ce sont les patients qui ont une résection initiale complète. Et chez ces patients-là, vous voyez, l'impact de la résection, elle est majeure. Dès lors qu'on a une résection complète, la survie globale va être nettement améliorée. Dans cette fameuse étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez que les auteurs ont séparé les résultats de leur radiochimiothérapie en fonction des périodes d'inclusion. Et sur la première période d'inclusion, 86 à 95, les patients étaient très peu sélectionnés. On avait plus de la moitié des patients qui étaient des stades T3 et la moitié d'entre eux n'avaient pas eu de résection complète. À la fin de leur expérience, au contraire, entre 2005 et 2013, vous avez 97% des patients qui sont des tumeurs T2, aucune hydronéphrose associée, dans 81% des cas, pas de carcinome in situ associé, et dans la grande majorité des cas, une résection initiale qui avait été complète. Et dans ces cas-là, vous voyez que les survies varient énormément. Et dans la courbe rouge, la courbe supérieure qui correspond donc à cette fameuse période 2005-2013 de patients bien sélectionnés, on attend des survies sans récidive à 5 ans de l'ordre de 84%, c'est-à-dire équivalente à ce qu'on a avec la cystectomie. Pour la deuxième problématique, c'est celle des PT0 après chimiothérapie néoadjuvante. Et là, on est quand même dans une situation qui est complètement différente. Déjà en termes de fréquence, c'est une situation qui est fréquente puisque, on le sait, on a globalement entre 23 et 25% de PT0 après chimiothérapie néoadjuvante. Lorsqu'on utilise une chimiothérapie à base de sel de platine, c'est du MVAC ou c'est du GEM6. Et vous le savez, ce qui est recommandé actuellement pour la chimiothérapie néoadjuvante, c'est de faire du MVAC. Et un essai est en cours pour savoir s'il existe une possibilité de faire du gemcitabine cisplatine en équivalence. C'est l'essai VESPER, dans lesquels pour l'instant les patients sont toujours en cours d'inclusion. Si vous utilisez une autre chimiothérapie, et notamment une chimiothérapie avec du carboplatine, vous avez des taux de réponse pathologique qui sont nettement moindres. On est à 15% et donc effectivement, l'effet de ces chimiothérapies-là n'est pas le même. Quand on regarde un petit peu les facteurs pronostiques d'être PT0 sur pièce de cystectomie, on retrouve bien sûr le type de chimiothérapie et puis le stade initial. Si vous avez une tumeur T2 initialement, vous avez plus de chances d'être PT0 sur pièce de cystectomie qu'un patient qui aurait une tumeur T3. Leur pronostic est excellent et il semble équivalent à ce qu'on voit sur des tumeurs PT0 sans chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire des survies sans récidive de l'ordre de 80 à 85%. Est-ce qu'on a des alternatives à la cystectomie chez ces patients-là? On a déjà parlé un petit peu du traitement conservateur et de la radiochimiothérapie. Dans les essais de la littérature dont je vous ai parlé, on a des données concernant des patients qui ont eu de la chimiothérapie néoadjuvante, puis de la radiochimiothérapie. Ces données, on les a, et elles nous disent la même chose. Elles nous disent que le traitement conservateur peut être envisagé avec des bons résultats chez des patients initialement bien sélectionnés, c'est-à-dire sélectionnés sur les critères de stade, d'absence de CIS initiaux avant la chimiothérapie néoadjuvante, pas simplement sur la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante. Et ça, c'est important. À l'heure actuelle, on n'a pas de données du traitement conservateur qui serait envisagé a posteriori d'une chimiothérapie néoadjuvante sur un patient PT0. Deuxième option qu'on pourrait discuter, c'est de se dire, puisqu'il n'y a plus de tumeur après la chimiothérapie néoadjuvante, est-ce que ces patients-là, on ne peut pas les surveiller simplement? Et je voudrais juste vous rappeler le design de l'essai RECHIF, qui est un essai en cours et dans lequel vous pouvez encore inclure les patients. Cet essai RECHIF, c'est un essai de phase 2 non randomisé qui sélectionne les patients initialement avec des tumeurs de type carcinome urothélial, de stade T2, sans carcinome in situ associé, chez des patients en bon état général, susceptibles de pouvoir recevoir une chimiothérapie à base de sel de platine. Ces patients-là vont avoir d'abord une résection maximaliste et complète jusqu'à la graisse, suivie d'une chimiothérapie à base de sel de platine, c'est du MVAC à raison de 6 cycles, suivie d'une nouvelle résection de réévaluation pour s'assurer de l'absence de tumeur résiduelle, et ensuite une surveillance attentive. Vous le voyez, cette surveillance peut donc s'envisager après chimiothérapie, mais uniquement dans le cadre d'essais cliniques et chez des patients qui sont très rigoureusement sélectionnés initialement.
Si on regarde par contre les patients non sélectionnés, finalement, on a quelques données dans la littérature, c'est les patients T0 qui ont refusé la cystectomie après chimiothérapie néoadjuvante. Et là, on a une étude qui nous dit que chez ces patients-là, effectivement, on a 48% des patients qui ne vont pas récidiver, mais on a quand même plus de la moitié qui vont récidiver, dont 28% qui vont récidiver sous la forme d'une tumeur infiltrante. Et malheureusement, au moment de la récidive sous la forme d'une tumeur infiltrante, ces patients sont souvent métastatiques, puisque je vous rappelle que le concept de la chimiothérapie néoadjuvante n'est pas de traiter la maladie localement, mais de traiter les micrométastases potentielles. Ce qui manque à l'heure actuelle, c'est les facteurs prédictifs de récidive. On ne sait pas quels sont les patients qui vont récidiver après cette chimiothérapie néoadjuvante et une simple surveillance, et puis ceux qui vont continuer à évoluer. Alors, il y a des essais cliniques qui vont débuter. Effectivement, ça, c'est un essai clinique qui est monté par le centre de Philadelphie. Les patients vont avoir une résection initiale maximaliste. Et puis, sur cette résection, il va y avoir du séquençage de réaliser qui va nous permettre de détecter des altérations moléculaires concernant notamment les gènes de réparation des mésappariements de l'ADN. Ils vont avoir une chimiothérapie par MVAC à raison de 3 cycles et à nouveau une re-résection qui va nous permettre de savoir s'il y a de la tumeur résiduelle ou pas. Et en fonction de la présence de tumeur résiduelle ou pas, et en fonction de la présence ou pas de mutation de ces gènes de réparation de mésappariements de l'ADN, on va avoir plusieurs stratégies thérapeutiques, soit une simple surveillance, soit une radiochimiothérapie, soit à l'inverse, s'il persiste une tumeur résiduelle significative, on ira à la cystectomie. Là encore, on est dans le cadre d'essais cliniques et ce sont des choses qui ne peuvent s'envisager que dans ce cadre-là. En conclusion, je voudrais vraiment insister sur le fait que les tumeurs PT0 correspondent à 3 situations différentes et pour lesquelles vous n'allez pas réfléchir de la même façon. La première situation, on en a parlé, c'est les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, réfractaires au BCG. Et je crois qu'il faut insister sur le fait que cette sous-population est de mauvais pronostic et que nous n'avons pour l'instant pas d'alternative fiable. Donc, à mon sens, pour ces patients-là, nous ne sommes pas en situation de surtraitement. La deuxième population, ce sont les tumeurs de vessie infiltrantes qui n'ont pas eu de chimiothérapie néoadjuvante et qui se retrouvent PT0 sur pièce de cystectomie. Là, on était donc en présence de petits T2 de bon pronostic et je pense qu'il était légitime d'envisager chez ces patients-là une alternative qui est le traitement trimodal. Et il y a probablement dans ce cas un petit peu de surtraitement. La troisième alternative, ce sont les tumeurs de vessie infiltrantes qui vont être PT0 sur pièce de cystectomie, mais après chimiothérapie néoadjuvante. Et là, on n'a pour l'instant aucun facteur prédictif qui nous permettrait d'éviter la cystectomie. Donc, on ne sait pas si on est en situation de surtraitement dans ce cas. Merci Géraldine. Je crois que c'était important d'aller un petit peu plus loin que juste cet acronyme PT0 parce qu'on voit qu'il y a des situations cliniques différentes. Cela étant, c'est quelque chose auquel on est confronté de plus en plus. Et puis, le CCAFU ne cesse, avec son bâton de pèlerin, de rappeler la nécessité de la chimiothérapie néoadjuvante qui est recommandée dans la littérature et encore trop peu mis en application pratique. Et donc, dans vos RCP, il faut vous battre pour ça parce que c'est la meilleure séquence qu'on puisse proposer aux malades, sous réserve qu'ils soient unfit. Mais ça, on discutera de ces définitions plus tard et des gens qui peuvent avoir des problèmes de créatinine sous d'autres aspects cliniques. Ce qui est important, c'est, tu l'as évoqué, le PT0. PT0, ça veut dire qu'il n'y a plus de tumeur endocavitaire. On est confronté à une maladie cellulaire tumorale dont on sait qu'elle peut diffuser par d'autres biais, notamment lymphatique. J'ai envie de te poser une question sur les curages. Est-ce que tu as regardé un petit peu dans la littérature sur ces patients qui avaient eu des cystectomies PT0 ? Est-ce qu'il y avait, alors, notamment ceux qui n'avaient pas de chimiothérapie néoadjuvante, de temps en temps quand même des pièces de cystectomie PT0 avec des curages envahis, quelles étaient les proportions ? Parce que ça peut être intéressant pour me refléter la diffusion de la maladie. Oui. Donc je remets effectivement une petite couche sur le curage, puisqu'effectivement quand on fait une cystectomie, c'est très important de faire un curage étendu. Et même chez ces patients-là qui sont en réponse complète après une chimiothérapie néoadjuvante, le curage a toute son importance. Et on a des données dans la littérature de ces patients PT0 qui, dans 3 à 5% des cas, sont PN+. Et donc là, effectivement, on a, malgré l'absence de tumeurs résiduelles localement, des extensions ganglionnaires possibles dans 3 à 5% des cas. Donc je crois qu'il faut être très pédagogue aussi avec les patients, parce qu'ils s'emparent de ces sujets, et nombreux sont ceux qui viennent nous demander leur compte-rendu d'anapathe, parce qu'ils ont déjà eu des résections avant, et ils sont très friands de ces résultats-là. Attirer leur attention sur le curage, parce que si vous êtes PT0NX, vous mettez le doute, donc si vous ramenez des ganglions, et voilà, et leur dire que, leur présenter les courbes, que PT0, c'est pas 100% de survie à 5 ans, et que donc on est sur un bon profil, mais c'est pas obligatoirement quelque chose qui doit devenir conflictuel, parce qu'il y a toujours aussi des patients qui voient le mauvais côté de la lorgnette en disant vous m'avez opéré à tort, vous m'avez retiré l'organe, etc. Et donc quand on séquence bien ces situations cliniques différentes, on est en situation d'être plus pédagogue. Donc c'était un peu le message du CCAFU
aujourd'hui. Oui, on peut effectivement en parler aux patients, notamment pour la chimiothérapie néoadjuvante. Moi, je leur en parle avant. Et je leur dis que dans 25% des cas, il n'y aura peut-être pas de tumeur résiduelle visible à l'évaluation après la chimiothérapie néoadjuvante, mais que ça ne changera pas la stratégie qui consiste à faire une cystectomie par la suite. Quand ils sont avertis de ça, généralement, ils l'acceptent bien et ils comprennent un petit peu l'objectif final.